ориентировались или нет. Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушивает, тот говорит. Константин Сергеевич Станиславский, je l'ai bien connu. Il était très grand, les cheveux grisonnants, l'œil clair. L'attention était surtout captivée par son visage aux lèvres épaisses qui s'entr'ouvraient dans un sourire presque enfantin. Et lorsqu'il travaillait, il portait un pince-nez, accessoire aujourd'hui disparu, et des jouets. Je me le rappelle toujours vêtu d'un complet gris foncé, ample et confortable. Une chemise amidonnée, une cravate discrète. Un Européen dans toute l'acception du terme. Stanislavski est un nom associé au monde du théâtre et du cinéma. C'est un nom à la fois familier, car souvent cité par les comédiens ou les acteurs célèbres, et mystérieux par sa sonorité et la méconnaissance de ce qu'il nous a réellement apporté. Constantin Stanislavski était un homme russe du XIXe siècle qui a réfléchi toute sa vie à l'art d'être en scène et par extension à l'art d'être en vie. Avec la rigueur et la ténacité du scientifique, Stanislavski a cherché les moyens d'arracher le masque pour trouver le sentiment vivant. Comment parvenir à être soi-même? Comment exister sur scène? Comment exister tout court? Comédien, metteur en scène, cofondateur du Théâtre d'art de Moscou, Stanislavski consacrera sa vie entière à cette quête. Il naît à Moscou en 1863, 2 ans après l'abolition du servage. À cette époque, la Russie impériale est analphabète à 90%. Les écarts sociaux sont vertigineux. La création est soutenue par les bourgeois mécènes. En fait, Stanislavski s'appelait Alexeïev. Il faisait partie de la famille Alexeïev, propriétaire d'usines de canetis ou de fil d'or. Et c'était des gens qui étaient pas richissimes, mais extrêmement aisés. Marie-Christine Autant-Mathieu. Sa famille était une famille donc de marchands mais cultivés. Son père aimait beaucoup les arts. Et sa grand-mère, d'ailleurs la grand-mère de Stanislavski du côté maternel, était une actrice française. Ce qui explique ce goût que Stanislavski avait pour la culture française et qui parlait aussi français. Le fait aussi que, d'une certaine façon, le système de jeu qu'il a mis au point, on va dire, était aussi d'une certaine façon en réaction au système de jeu français qu'il connaissait très bien parce qu'il venait souvent en France pour ses affaires, très souvent à Lyon, il passait par Paris, il voyait le théâtre, il aimait assez les prestations de Sarah Bernard, mais c'est aussi contre ce type de théâtre qu'il a construit en tout cas son système de jeu. Et pour finir sur qui était Stanislavski, c'était un homme du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et ça c'est très important parce que c'est à la fin du 19e siècle qu'en Russie est né le sentiment, un très fort sentiment d'identité nationale. Et Stanislavski a été un de ces maîtres, oui, russes, qui ont eu à cœur, dans le domaine du théâtre, de trouver là où était l'âme russe, où était la veine russe. Hein. Et c'est pour ça, donc, justement, il a essayé de se démarquer des théâtres d'importation, qui étaient essentiellement le théâtre français et le théâtre italien. Et Stanislavski a voulu réformer en profondeur le théâtre russe et en faire un théâtre national. Contre quoi? D'abord, contre le théâtre impérial. Jusqu'en 1882, il faut quand même savoir que le théâtre impérial avait le monopole. Donc en 82, au moment où Stanislavski d'ailleurs commence à travailler comme amateur, le monopole est levé. Donc ça donne une énorme ébullition, une effervescence terrible. Donc il y a des théâtres d'entrepreneurs qui naissent. Et le théâtre d'art, à ses origines, quand il s'est créé en 1898, était un théâtre privé, un théâtre par action. Hein, ce que les soviétiques ont évidemment complètement oublié de dire. Hein. À l'origine, c'était un théâtre d'actionnaires qui a été nationalisé après, heureusement, hein, sinon je pense qu'il n'aurait pas pu survivre pour des raisons financières, qui a été nationalisé ensuite dans les années 1918, hein, juste après la Révolution. Anatoly Smeliansky, vice-directeur du Théâtre d'art de Moscou.
Il a créé le théâtre d'art et c'est peut-être l'une des plus grandes inventions du XXe siècle théâtral. Aujourd'hui, la notion de théâtre d'art a perdu son sens initial, c'est devenu un cliché. En fait, il a inventé un mode de vie théâtral lié au théâtre d'art, parce qu'avec le théâtre, il a inventé beaucoup d'autres choses. Un théâtre non commercial dans les murs d'un théâtre sans subvention, d'un théâtre privé. Un théâtre qui se construit avec des lignes variées, mais qui garde la même troupe pendant des décennies. Par ailleurs, ça ne dépend pas du gouvernement, donc c'est un organisme libre qui change chaque année. Il a inventé un théâtre qui se construit de représentation en représentation, et ses spectacles se complètent et constituent un ensemble. Tout cela, c'est lui qui l'a inventé. Après, dans les 10 dernières années de sa vie, il a inventé une méthode de formation de l'acteur, qui est devenue une grammaire pour l'art dramatique dans les principales écoles du monde. Personne ne connaît l'apport de Stanislavski, mais c'est lui qui les enseigne, parce que c'est entré dans le sang de l'art dramatique, dans le monde entier. Il y a plusieurs méthodes, je sais. Il y a la biomécanique de Meyerhold, il y a la méthode de Mikhail Tchekhov, celle de Grotowski, et combien d'autres. Mais à la base, d'une façon ou d'une autre, comme la grammaire de n'importe quelle langue, il y a l'apport de Stanislavski. Il n'y a rien à faire. C'est considéré comme une mythologie, comme un manuel, c'est comme ça. On ne sait pas ce que Konstantin Stanislavski invente et on se demande à quel point quelqu'un qui vivrait comme lui à la fin du XIXe siècle dans une Europe qui change, qui est potentiellement en état de bouleversement politique, économique, etc. On ne sait pas si un autre homme que lui ne serait pas arrivé finalement au même résultat, compte tenu de ce que, à ce moment-là, l'homme change, puisque Freud, puisque Lacan arrive. Christine Farin. Ça veut dire que l'homme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle est maintenant un homme qui commence à comprendre d'où vient son émotion, qui élabore une science de la psyché, une psychologie, une logique de la psyché, et on commence à avoir donc quelques rudiments scientifiques, osons le mot, même s'il s'agit de sciences humaines, on commence à avoir les rudiments scientifiques du comportement humain. C'est d'ailleurs l'époque où on commence à élaborer les théories du comportement. Donc finalement, est-ce que n'importe quel homme de théâtre se fixant, cela dit, un objectif aussi élevé que de définir une méthode de travail de l'acteur, est-ce qu'un autre homme ne serait pas arrivé aux mêmes conclusions ? Je donne un exemple. S'il s'agit de jouer le personnage d'une pièce naturaliste d'Ibsen ou de Tchekhov, lorsque Stanislavski nous dit qu'il faut analyser très clairement la situation, lorsqu'il faut faire ligne à ligne du texte, une analyse des motivations, une analyse de ce qui s'est passé avant la scène, de faire des recherches historiques sur le personnage, sur l'auteur, est-ce que tout cela, en effet, n'est pas un bon sens prodigieux qu'un autre que Stanislavski aurait pu produire ? Mais néanmoins, il n'y a qu'un seul homme en cette fin du XIXe siècle qui se fixe comme objectif, et je cite, d'élaborer une grammaire de l'acteur. Ça, c'est absolument inédit. Il est pratiquement le premier à se poser la question de, mais finalement, le musicien, il a sa partition, il a ses notes, ses bémols, ses dièses, il a ses respirations, ses silences, la chose est très claire pour lui. Qu'est-ce qu'a l'acteur ? Est-ce qu'on a une grammaire ? Et donc, la grande nouveauté et la grande invention de Stanislavski, plus encore que dans la méthode de travail, bien qu'il y ait des choses à dire, elle est dans l'idée de dire est-ce qu'on a un vocabulaire ? Et c'est là que le travail commence. Et donc il est le premier à formaliser des choses qui peut-être se pratiquent déjà. Lui-même s'inspire beaucoup du théâtre français, peut-être pour le contredire, mais il s'en inspire beaucoup. Il a vu jouer Sarah Bernhardt, il a vu jouer Coquelin, qui est le créateur de Cyrano de Bergerac, le rôle de Rostand. Il connaît Delsart, François Delsart, qui est ce chanteur de l'opéra à Paris, qui élabore une technique sur l'authenticité du geste en relation avec l'âme et l'esprit. Il connaît ces travaux-là, et lorsque Stanislavski invente, entre guillemets, l'authenticité du geste et de l'émotion, on peut quand même dire que Delsart est passé avant lui. Alors, est-ce qu'il l'invente ? Pas forcément, sauf que Delsart ne sait pas lui-même qu'il l'invente pour les acteurs. Donc c'est extrêmement compliqué d'identifier qui invente quoi.
La grande nouveauté de Stanislavski, c'est certainement d'écrire les choses, de les écrire. Voilà, moi je retiendrai l'idée d'élaborer une grammaire de l'acteur, et puis parce que l'époque le veut, la psychanalyse le veut, en effet se poser la question du comportement humain, si bien que Stanislavski s'intéresse beaucoup plus au comportement qu'au jeu. C'est-à-dire qu'avec Stanislavski, il s'agit moins de jouer que d'agir. Le 22 juin 1897, Stanislavski, jeune comédien et metteur en scène en pleine ascension, est invité à déjeuner au Bazar slave. C'est le célèbre dramaturge Vladimir Nemirovitch Danchenko qui a souhaité le rencontrer. Pendant 18 heures, qui feront de ce déjeuner le plus long de l'histoire du théâtre, les deux hommes partagent leurs préoccupations au sujet de l'avenir du théâtre russe. Tous deux sont convaincus de la nécessité d'une réforme. Ils définissent donc dans le détail chacune des orientations du nouveau théâtre russe, à commencer par le recrutement des comédiens. Marie-Christine Autant-Mathieu. Ce qui les a intéressés avant tout, c'est le profil éthique de la personne. Dans la liste qu'ils avaient élaborée tous les deux, ils disaient celui-ci ou celle-là, oui c'est un bon comédien, mais capricieux. Non. On ne veut pas de personnes ou qui boivent, parce que ça c'était malheureusement un drame de beaucoup de comédiens, en tout cas en Russie à l'époque. Donc évidemment, et puis le côté, il fallait que le comédien puisse vivre en collectivité, puisse vivre en communauté. Ça c'était, je crois, la condition première. Le talent, Stanislavski en était persuadé, on peut toujours le développer, on peut toujours travailler, on peut toujours s'améliorer. Mais si quelqu'un a une mauvaise nature, si quelqu'un n'est pas discipliné, ça va semer la zizanie et on ne pourra jamais créer notre troupe idéale qui doit être la base de notre théâtre. Et il y a ce texte, je ne me rappelle plus la référence, mais il y a ce texte où très clairement il explique, et c'en est presque très drôle, qu'un acteur ne doit pas arriver en retard, qu'il ne doit pas cracher par terre dans le théâtre, qu'il doit travailler son texte, qu'il doit se comporter d'une façon adaptée, que le théâtre est sacré. Et là, il faut dire à quel point aussi, dans l'idéalisme de Stanislavski, il y a ce qui se passe en cette fin de 19e siècle, un ésotérisme bien pensant, qui nous choquerait aujourd'hui, 100 ans après, mais qui est vraiment là et que tout le système soviétique a effacé de Stanislavski et qui commence à réapparaître maintenant. La bourgeoisie de cette fin de 19e siècle européenne est passionnée de théosophie. Et la question du rapport de l'âme, du corps et de l'esprit est vraiment prégnante. Le yoga, toute la mystique orientale, tout ça arrive en Europe, c'est pittoresque, c'est exotique, et vraiment on se passionne intellectuellement pour tout cela. Stanislavski est relié à ça, il parle de yoga, il parle de mystique, et tout le système soviétique par contre, qui lui est fondé sur une rationalité plus matérialiste, a gommé cet aspect de lui, mais bien sûr que dans Stanislavski, si on enlève la mystique, l'aspect sacral dans son travail, probablement on se prive de la moitié de ses intentions. Et ils avaient pris aussi le pari de jouer des textes difficiles, pas d'opérette évidemment, surtout pas, donc... Quand La Mouette a été jouée en décembre, donc la saison avait commencé en octobre, et vraiment ils se sont dit, si La Mouette ne marche pas, et Dieu sait si le risque était gros, si La Mouette ne marche pas, on met la clé sous la porte. Ça c'était clair et net. Donc il y avait vraiment un enjeu financier, un enjeu pour leur prestige personnel, et aussi, ça c'est très important, il y avait aussi, je dirais, un enjeu psychologique. C'est-à-dire que Nemirovitch Danchenko avait supplié Tchekhov de lui donner la pièce La Mouette, qui avait fait un four épouvantable 2 ans avant au théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Et ce four avait été pour Tchekhov extrêmement douloureux. Et Nemirovitch lui disait, Anton, je t'assure, on est un théâtre nouveau, on ne fonctionne pas du tout comme les autres. Tu vas voir, donne-nous ta pièce, je t'assure qu'on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour que ça marche, pour que tu aies du succès, etc. Alors, Tchekhov avait fait confiance en Nemirovitch Danchenko et avait donné sa pièce. Vous imaginez la responsabilité. Un deuxième échec, c'était fini. Tchekhov n'écrivait plus. Et ils ont joué donc la première représentation et tous, ils disent, quand le spectacle, parce que le spectateur avait la consigne au théâtre d'art de ne pas fonctionner comme les autres. La salle ne devait pas fonctionner comme les salles des autres théâtres. On ne devait pas applaudir
pour rompre l'harmonie. Et les comédiens ne savaient pas du tout comment le spectateur avait réagi tout au long de la représentation. Donc voilà, mystère et boule de gomme. Il y a eu, paraît-il, un silence, mais qui a duré. Les actrices se sont évanouies. Et tout d'un coup, il y a eu un énorme silence. Et après, une ovation qui a duré des minutes et des minutes. Donc là, vraiment, tout le monde dit que ça a été extraordinaire. Les comédiens s'embrassaient. Et c'était aussi le signe qu'ils allaient pouvoir continuer et qu'ils avaient fait découvrir aussi un grand auteur. Et du coup, Tchekhov a eu à cœur toutes les autres pièces qu'il a écrites. Il les a écrites pour le théâtre d'art. Anatoly Smelyansky. Il a parlé à plusieurs reprises de ce qui constitue la base de son système, mais différemment, c'est vrai, selon les époques. En fait, il y a le fil conducteur et l'objectif supérieur, et c'est tout. Il voulait comprendre ce que c'est qu'être sur scène pour un comédien et comment conserver son, être vivant, que signifie être vivant. Et à partir de quels éléments se crée cette sensation que devant toi, c'est la vraie vie. Il a considéré que les deux éléments principaux pour ça, c'était le fil conducteur, la compréhension de vers quoi tu tends sur la scène et pour quelles raisons tu es ici, et la compréhension de l'objectif supérieur, c'est-à-dire où tu vas. Voilà, en quelques mots, les deux éléments principaux, et après, il y en a beaucoup d'autres, la concentration, les séquences, l'action, l'adaptation, le tempo, le rythme, l'impact des mots et des millions d'autres choses. Mais s'il y a le fil conducteur et l'objectif supérieur, alors tout le reste suit. Georgi Shmara, élève de Stanislavski, 1963. Scrupuleux jusqu'à la cruauté, il exigeait de sa troupe les mêmes efforts pour une reprise que pour une création. Il me souvient d'une saison que l'on devait ouvrir avec la reprise des Trois Sœurs de Tchekhov. Pour nettoyer la pièce des clichés inévitables, on s'installa, comme d'habitude, au foyer autour de la table, et l'on commença par Masha, qui jouait Madame Olga Knipetchekova. Non, vous n'y êtes pas, mais pas du tout. Vous récitez, vous discourez. Si vous étiez la grande comédienne que vous prétendez être, vous sauriez qu'en parlant à Verchinine de cette Natacha et de ses jupes, vous pensez à toute autre chose, à des tas de choses ensevelies, enfouies, oubliées à grand-peine, et soudain ressurgies par l'arrivée de Verchinine précisément. Allez, recommencez. Et sans même prendre le temps de sécher ses larmes, Olga Knipper recommença. Sous ses airs bourrus et emportés, Stanislavski savait fort bien ce qu'il faisait. C'est en la poussant au bout qu'il parvint à ce qu'il voulait, la sincérité. La sincérité jusque dans les moindres détails, le plus secret des tours du dialogue. Et à l'issue de cette mémorable répétition, ce fut une toute autre chanson qu'il l'entonna. Stanislavski, très très vite, a compris, en tout cas dans son système, que l'analyse de la situation, des dialogues, de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le hors-scène, c'est-à-dire ce qui se passe avant la scène que l'on joue, entre les scènes qui se jouent, tout ça était fondamental. Donc il élabore, et la formation de l'acteur explique cela, il élabore un programme dans lequel, pendant les 2 premières années, l'acteur travaillerait sur lui-même. Christine Farin. Et la 3e année, quand il aurait travaillé sur lui-même, première année, puis 2e année, travailler sur le personnage, il aborderait en 3e année le champ des répétitions et du jeu. Donc dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on est au niveau du studio d'art à Moscou, il passe 6 mois dans ce qu'il peut-être invente, mais c'est pas sûr, le travail à la table. Les acteurs sont réunis autour d'une table, discutent en profondeur des tenants et des aboutissants de la pièce. Ça prend beaucoup de temps, on n'est pas du tout sur le plateau et c'est seulement au bout de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois qu'on va sur le plateau. Et ensuite on développe, etc., le personnage. Meyerhold est un de ses élèves et Meyerhold revient vers son vieux maître en lui disant « Écoute Constantin, tu te trompes.
Et moi, j'élabore une technique qui est plutôt à l'inverse, c'est la fameuse histoire de l'ours. Voilà, je vois un ours, j'ai peur, je cours, ça c'est Stanislavski. Meyerhold dit non, je vois un ours, je cours, j'ai peur. Donc Meyerhold, c'est le réflexe. La biomécanique, c'est basé sur le système de l'acteur réflexe. Contrairement à Stanislavski qui, a priori, travaillerait sur l'authenticité de la génération de l'émotion et donc sur une analyse, a priori, plus psychologique et donc quelque chose de plus analytique. Quand Stanislavski revoit son élève Meyerhold, il y a des apports, y compris de ses contradicteurs, et à partir du moment où Meyerhold revient vers lui, eh bien, Stanislavski change d'avis. Et il dit, effectivement, je me rends compte à l'usage que garder les acteurs autour de la table pendant des longs mois, c'est les priver des moyens de l'action. On a tellement rêvé en théorie ce que ça devait être que ça les empêche. Donc on va changer les choses. Et c'est là qu'il élabore le fameux système des actions et qu'il dit le travail commence par des improvisations et pendant 6 mois, eh bien oui, on va discuter des personnages, de l'histoire, de tout ce qui se passe autour, mais l'acteur spontanément, après une première lecture de la pièce, se jette sur le plateau et improvise des situations pour éprouver, pour faire une passerelle immédiate entre ce qu'il pressent de la pièce et lui-même. Voilà, donc c'est dire à quel point, chaque fois que Stanislavski fait une proposition, elle évolue dans le temps et dans sa carrière de pédagogue et de chercheur. Voilà un exemple au contact de Meyerhold. Alors en 1917 gronde la révolution bolchevique. Où est Stanislavski à ce moment-là ? Eh bien, en 1917, Stanislavski, comme d'habitude, est en train de répéter. Parce que pour lui, ce qui se passe dans la rue, c'est quand même finalement moins important que ce qu'il fait au théâtre. Parce qu'il est persuadé, il le dira d'ailleurs au moment des événements révolutionnaires, on trouve ça dans sa correspondance, c'est assez étonnant. Il dit, la révolution a eu lieu, c'est une révolution sanglante. Marie-Christine Autant-Mathieu. Mais il dit, bon, quand les mouvements de barbarie auront cessé, notre théâtre est là pour montrer que l'art et la culture peuvent adoucir les mœurs, en fait. Et c'est grâce à notre théâtre, il est vraiment très, très idéaliste, c'est grâce à notre théâtre, grâce à l'art, et parce qu'on va, avec la Révolution, apporter la culture aux hommes, que tout ça, il n'y aura plus de révolution, on s'entretuera plus. Il y a des pages magnifiques dans Ma vie dans l'art où il dit... enfin, notre théâtre renouvelle son public. Quelle merveille pour nous de jouer devant un nouveau public. Ça nous oblige, nous, à nous remettre en cause, etc. Donc, et comme c'est un homme très discipliné, il raconte qu'il devait éduquer ce nouveau public qui ne savait pas se comporter au théâtre. Alors, on raconte, par exemple, quand on le voyait arriver dans les corridors du théâtre d'art, tout le monde se plaquait contre les murs en disant « Attention, il y a Stanislavski qui arrive !» Alors, il disait aux dames « Enlevez vos chapeaux, parce que si vous gardez vos chapeaux sur la tête, on verra rien derrière vous. » Et puis alors, ça aussi, c'est des réalités de la vie russe, on a du mal à imaginer. Alors, il disait, par exemple, aux spectateurs qui venaient de la campagne, vous ne devez pas manger des graines de tournesol pendant le spectacle, vous ne devez pas cracher par terre. Voilà. Donc, on écrivait sur les portes « Défense de cracher ». Défense de parler à haute voix, et donc les dames et les messieurs devaient enlever leur chapeau. Voilà. Alors même si ce n'étaient pas des gens engagés dans la lutte révolutionnaire, ça jamais, hein, le théâtre d'art n'a jamais voulu jouer le rôle de théâtre militant. C'est là qu'il s'est fortement démarqué des théâtres révolutionnaires, hein, comme le théâtre de Meyerhold et tous les autres courants de l'avant-garde, souvent. Non, ils n'ont jamais voulu être un théâtre militant, mais ils ont toujours été un théâtre engagé dans l'éducation du peuple. Ça, c'est de la vocation qu'ils avaient avant la Révolution, et c'est vraiment le chemin qu'ils ont suivi après la Révolution, bien sûr. En revanche, ce qui a été tragique pour lui et pour sa vie familiale, c'est qu'il a été aussi, on l'a dessaisi de son appartement, hein, qui était une jolie un petit hôtel particulier. Encore que l'hôtel particulier était peut-être un peu trop prestigieux pour la demeure. Enfin, il vivait dans de bonnes conditions. Et du coup, il s'est retrouvé logé dans des appartements communautaires extrêmement insalubres. Hein. Souvent pas de chauffage, des appartements humides. Voilà. Donc son fils, qui était jeune, il y avait une dizaine d'années, a la tuberculose. Je crois que c'est un enfant. Je ne dirais pas qu'il a contracté la tuberculose. Je pense qu'il était fragile et que sa maladie pulmonaire s'est vraiment aggravée. Et en fait, c'est un détail qui n'est pas du tout anecdotique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est la maladie de son fils
qui a poussé Stanislavski à faire les tournées du théâtre d'art à l'étranger. Le but premier, c'était de ramasser des dollars pour pouvoir payer le sanatorium en Suisse à son fils. Et c'était très délicat, imaginez-vous, de faire soigner son fils dans un sanatorium suisse, à un moment où, premièrement, il était traîné dans la boue par une partie de la gauche qui, c'était un bourgeois, et c'était un marchand. Hein. Et deuxième ombre au tableau, il faisait soigner son fils à l'étranger. Donc vous voyez que c'était une situation assez intenable, et il a réussi malgré tout, par sa personnalité vraiment rayonnante, et par son absolu dévouement à l'art et à sa cause, on va dire, il a réussi à traverser tout ça. Donc c'était pas très simple. Georgi Chmara, élève de Stanislavski, 1963. Il est venu à Paris avec une partie de sa troupe au cours d'une grande tournée à travers l'Europe et les États-Unis. Le public parisien a pu voir alors les Trois Sœurs, Oncle Vanya, d'autres pièces encore. Le succès fut immense auprès des spectateurs dont la grande majorité n'entendait pas un mot de russe, et dont une partie ignorait tout du théâtre de Tchekhov. À ces propos, Michel Simon me confiait: voilà, et c'était en 1924, et je suis allé au théâtre des Champs-Élysées. Il y avait là une salle comble, 2000 spectateurs, et Stanislavski et sa troupe ont fait un triomphe. C'était d'autant plus extraordinaire que quelques années auparavant, on avait joué en français les bas-fonds, par exemple, qui avait été un échec. Et avec mon ami, j'habitais à ce moment-là au fond du 14e arrondissement, et comme nous étions l'un et l'autre très impécunieux, nous regagnions à pied la rue Pierre-Larousse. On délirait d'enthousiasme. Ces acteurs russes sont extraordinaires tout de même. Tous sont extraordinaires. Et puis c'est d'une simplicité, c'est d'une facilité, c'est inouï. Et arrivé à Alésia, mon copain me dit: mais ils ont joué en russe. Je lui dis: comment ils ont joué en russe? Mais oui, c'est vrai, ils ont joué en russe. Voilà. Ça, c'était le miracle du théâtre russe en 24 à Paris. Alors aux États-Unis, c'est vrai que les Américains ont été, de toute proportion gardée, ceux qui ont le plus cultivé l'héritage de Stanislavski. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas aux États-Unis de tradition théâtrale aussi forte qu'il y en avait en Europe. Déjà, donc, un terrain presque vierge, on va dire, et un public beaucoup plus ouvert que l'Europe à tout ce qui venait de l'étranger. Ça, c'est très important. Hein. Le public américain a toujours été très curieux. La tournée de Stanislavski a été très bien préparée par la publicité. Et quand on regarde un petit peu la façon dont Guest, l'impresario, a préparé la tournée, c'est vrai que c'était extrêmement bien fait. Et il y a un autre facteur qui a beaucoup joué pour l'implantation après de Stanislavski aux États-Unis, c'est qu'un peu avant la tournée du théâtre d'art, au moins deux élèves de Stanislavski directs, Boleslavski, pour citer le plus connu, était venu. Donc il a été autorisé au moment de la tournée à faire des conférences. Ces conférences sont devenues un livre. Et puis Boleslavski a fondé American Laboratory Theatre, qui a été donc une espèce de studio, on va dire, américano-russe, qui a été donc greffé sur le sol américain. Et c'est à partir de l'American Laboratory Theatre que le groupe Theater, etc., tout ce qui a précédé, en fait, tout ce qu'a fait après, Adler et puis Lee Strasberg. L'acteur studio, c'est la postérité américaine, c'est-à-dire ce sont les Américains qui ont observé les disciples russes émigrés aux États-Unis et qui vont encore plus loin en fonction de cette culture américaine de l'analyse et en fonction de cette culture américaine jusqu'au boutiste. Donc quand Strasberg, quand Kazan, quand Adler développent à partir d'une authenticité de l'émotion, ça devient américain. On est dans un déplacement compte tenu de la culture américaine d'un homme qui longtemps avant a parlé de l'authenticité de l'émotion en fonction de la psychanalyse. On est vraiment ailleurs. On est vraiment ailleurs.
Stanislavski n'a jamais écrit ou dit que pour travailler le rôle d'un tueur de Brooklyn, il fallait pendant 6 mois vivre à Brooklyn un couteau dans la poche. Clint Eastwood. Il y avait plusieurs cours de théâtre. Ils enseignaient tous la méthode de Mikhaïl Tchekhov, d'après celle de Stanislavski, d'autodidaxie du métier d'acteur. Ça m'a intéressé et j'ai fini par assister à quelques cours tout en continuant mes études et en travaillant. Donc je faisais beaucoup de choses. À l'époque, on servait des manuels, la formation de l'acteur de Stanislavski et être acteur de Tchekhov, qu'on utilise encore aujourd'hui, j'imagine. Stanislavski croyait qu'il fallait tout sortir de l'intérieur. C'est comme ça qu'on comprend ce que c'est que le métier d'acteur. On l'ignore jusqu'à le sentir. Un jour, on le sent et on se dit que l'on est sur le bon chemin. Comme nous n'utilisons pas d'instrument, comme un saxophone ou n'importe quel instrument de musique, et que nous nous servons juste de nous-mêmes, c'est difficile de savoir ce que l'on fait. On ressent juste l'émotion que cela apporte. Souvent, on n'est pas conscient de jouer, jusqu'au jour où les gens commencent à réagir. Aux États-Unis, on va passer de longs mois à se concentrer, à appliquer à la lettre des méthodes et des exercices qui ont été développés non pas par Stanislavski, puisque le livre des exercices de Stanislavski fait partie des 8 qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Christine Farin. Mais ses disciples l'ont fait et la postérité américaine l'a fait. Donc un acteur américain va se concentrer pendant de longues années, va se reconstruire lui-même. Vous avez en ça, mais alors dans la partie acteurs studio, c'est magnifiques acteurs, hein, les Pacino, les De Niro, qui pendant des années se forment, se reconstruisent leur propre métabolisme d'acteur en fonction de ça. Donc il y a bien un double chez Pacino, il y a Pacino l'individu et Pacino qui se comporte en fonction d'une méthode apprise. Mais il s'agit de l'acteur studio là. En France, pour avoir accès à Stanislavski de la façon dont les Américains procèdent, c'est impossible, ça n'existe pas, cette offre-là n'existe pas. Tout au plus pouvez-vous trouver des cours en 2 ans qui vont en effet vous faire travailler à raison de quelques heures par semaine là-dessus, mais pas à ce point. Donc pour en arriver au fait, on reconnaîtra un acteur américain, acteur studio, sans aucun doute, et ce sera d'ailleurs un acteur de cinéma. En France, très sincèrement, je ne pense pas qu'on reconnaisse un acteur stanislavskien. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose, stanislavskien, au sens où il n'a pas été systématiquement formé ou déformé par cela. On reconnaîtra en revanche son goût pour un système de jeu plus basé sur l'intériorité et l'émotion que quelqu'un qui serait peut-être sur une forme plus extérieure. Mais ça, est-ce que c'est stanislavskien? Est-ce que ce n'est pas tout simplement de l'ordre de la personne? Tania Balachova a importé le système Stanislavski en France. Elle a eu comme élève Pierre Arditi. Comment incarner une chose? Par exemple, comme tout le monde, il m'est arrivé d'avoir une peine de cœur très violente. Si violente même que j'ai décidé que ma vie ne valait plus la peine d'être vécue. Et donc, je suis parti un soir en décidant de m'arrêter. Et là, j'ai avalé des médicaments pour ne pas me réveiller. Puis la vie a décidé que mon heure n'était pas venue. C'est trop long à expliquer, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, toujours est-il que je suis toujours là. Et assez curieusement, 3 semaines plus tard, donc j'étais encore évidemment sous le coup de ça et encore physiquement atteint, on m'a proposé de jouer une pièce de Tom Stoppard qui s'appelle Rosencrantz et Guildenstern sont morts. Rosencrantz et Guildenstern étant 2 personnages secondaires d'Hamlet, qui sont des messagers, et dont Stoppard s'est servi pour bâtir sa pièce, qui ressemble un peu, au fond, à 2 personnages de Beckett qui traversent un monde qui les domine, auquel ils ne comprennent rien, et qu'ils finiront par quitter sans avoir compris quoi que ce soit. C'est un peu Godot, c'est un peu tout ce qu'on veut. Bon. Donc, j'ai accepté parce que le rôle était magnifique, et puis... à un moment donné, l'un des deux dit
à l'autre, c'est-à-dire donc Guildenstern dit à Rosencrantz que je jouais moi, mais écoute, tu vas voir, on va essayons de faire ça, faire ça, c'est pas possible qu'on ne reçoive pas, on va voir. Et le personnage lui répond, oh écoute, j'en ai assez, je suis fatigué. C'est-à-dire exactement cette phrase que j'avais prononcée moi, un mois avant d'essayer de m'arrêter de vivre. C'est-à-dire que cette réplique que je n'avais pas du tout percutée en faisant la lecture, mais tout d'un coup dans l'intensité de la répétition, approchant de ce qui pouvait ressembler à une représentation, et dans l'état où se trouve le personnage, ça a été comme un calque sur l'écho de la voix qui était la mienne, et que je me réentendais dire, ayant décidé de cesser de vivre, ce qui va d'ailleurs leur arriver. Et ça a été absolument fulgurant. Et là, Constantin Stanislavski est apparu, le point levé, ou le V de la victoire, là, me montrant du doigt que j'avais enfin saisi comment on se sert, y compris du pire, pour incarner une chose qui n'est pas tout à fait vous et qui pourtant est vous aussi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, d'abord j'ai su comment on faisait, et ensuite surtout j'ai su qui j'étais. Et à partir du moment où j'ai su qui j'étais, j'ai plus eu de problème pour mettre en pratique ce que propose Constantin Stanislavski. Alors Stanislavski rentre à Moscou en 1924, l'année de la mort de Lénine. Quelles étaient ses relations avec les dirigeants soviétiques ? Alors, le grand paradoxe du théâtre d'art, c'est qu'il était conspué donc, par la gauche révolutionnaire, mais les dirigeants soviétiques aimaient beaucoup ce qui s'y faisait. En fait, Staline et tous ces gens comme ça de la nomenclature communiste avaient été formés de manière extrêmement classique et avaient des goûts très classiques. Donc finalement, le réalisme du théâtre d'art leur plaisait bien mieux que les courants d'avant-garde avec le constructivisme, les acrobaties des comédiens de Meyerhold. Bon, ça les dépassait vraiment très largement. Donc ils préféraient un jeu, psychologique, on va dire, ou des comédiens dans lesquels on pouvait s'identifier. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça leur plaisait bien. Et l'année 1928, ça a été une année aussi cruciale. C'est l'année où, pour l'anniversaire du théâtre d'art, on les a autorisés à montrer des extraits des Trois Sœurs. Et là, Stanislavski jouait d'une certaine façon son va-tout, parce que ça a été l'autorisation de monter les Tchekhov, c'était une manière de réintégrer le patrimoine soviétique. C'était pour un défi, c'était très important. Et l'atmosphère dans le théâtre, paraît-il, était épouvantable. L'anniversaire du théâtre d'art a été récupéré par le pouvoir stalinien. Et c'est Smiansky qui raconte que la cérémonie était d'un monumentalisme absolument stalinien, c'est-à-dire qu'on avait installé une espèce d'amphithéâtre sur la scène du théâtre d'art, avec en bas une mise en scène, il y avait les deux grands-pères, parce qu'ils étaient quand même pas tout jeunes, d'un côté Nemirov et Danjenko, de l'autre côté Stanislavski, tout en bas, avec la troupe au-dessus, et tout en haut, une énorme mouette. Donc c'était extraordinaire, avec évidemment tout le gratin idéologique, politique, etc. Donc c'était très tendu. Et ce pauvre Stanislavski, qui est évidemment d'une maladresse en politique épouvantable, a commis une énorme maladresse. Il a fait lever la salle en l'honneur de Morozov, le marchand, qui avait donné des millions de roubles pour ouvrir la nouvelle salle, etc. Donc, ça a été... Alors, tout le monde, tous les communistes se sont levés, évidemment, on ne peut pas faire autrement, enfin, ils se sont levés, mais évidemment, il y a eu un froid, et donc, quelques minutes après, évidemment, les méchantes langues ont commencé à prendre Stanislavski par le bras en lui disant « Mais vous vous rendez compte, Constantin Sergueïevitch, la gaffe que vous avez faite ?» Le pauvre Constantin Sergueïevitch en était vraiment malade, il était au lit et ça, c'était terrible. Et du coup, ça explique, je pense, il était très fatigué. C'est vrai qu'il y a eu des tensions quand même. Il faut voir que c'était très dur politiquement de tenir un théâtre dans cette atmosphère. Et donc tout ça, la fatigue, cette énorme maladresse, il a joué, ça c'est connu, il a joué Verchinine dans l'extrait des Trois Sœurs qui avait été autorisé. Et il a eu un malaise cardiaque qui a été, pour l'histoire, déterminant, parce qu'il a été après, il n'a plus pu jouer, ça a été pour lui évidemment une énorme amputation dans son travail créateur, donc il n'a plus pu jouer. Et du coup, le plus, c'est qu'il a commencé à écrire des livres sur son système.
il y a eu, je ne vous les cite pas, beaucoup de talents dans cette Russie d'avant et d'après la Révolution, mais à un moment donné, il faut ériger quelqu'un en maître absolu, et c'est Stanislavski, puisque contrairement à Meyerhold, il est peut-être moins extrême dans ses idées, il est plus adaptable à l'idéologie matérialiste. Et donc c'est lui qui sera déifié, mais il le sera au prix de la négation de la moitié de son œuvre, qui est, c'est-à-dire toute sa partie mystique, métaphysique, dont le régime matérialiste ne voulait absolument pas. Donc c'est un Stanislavski absolument partiel qu'ils ont érigé en modèle absolu. Ils se sont privés tout de même de 80% des archives qui maintenant nous sont ouvertes seulement depuis quelques années, et où on découvre un tout autre Stanislavski. Donc il y a eu matière idéologique. De la même façon que Meyerhold a été assassiné par le régime soviétique, de la même façon Stanislavski a été, porté au nu, absolument. C'est un drame dont il est en partie, j'oserais pas dire responsable, parce que finalement tant mieux, grâce à ça, finalement il est resté dans l'histoire. Il était très vieux, dans les années 30, très vieux et très malade. Et il voyait que son théâtre était de plus en plus aux mains de la jeunesse révolutionnaire, ambitieuse et très peu artistique. Et c'était pour lui une tragédie, parce qu'il voyait son théâtre lui échapper. Alors, il a écrit une lettre à Staline en lui rappelant le passé. Le passé merveilleux du théâtre d'art, qu'ils avaient érigé, Nemire Danchenko lui-même, un beau théâtre, un théâtre qui avait eu sa place. Et il dit à Staline, il faudrait que le théâtre d'art continue d'être ce sommet de l'art russe, comme il dit, ce sommet de l'art russe. Donc, il faudrait, Joseph Vissarionovitch, que vous fassiez quelque chose pour que ce sommet de l'art, autrefois, reste un sommet de l'art soviétique. Ne le supprimez pas. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui explique aussi que Stanislavski est resté et après a été récupéré, c'est que, après avoir écarté, en 1936, Stanislavski du théâtre d'art, on a voulu le conserver. C'est Smilansky qui rappelle cette très belle phrase « isoler mais conserver ». C'est la phrase que disait Staline vis-à-vis de tous les grands artistes dont il ne souhaitait pas la mort, mais qu'il voulait isoler mais conserver. Voilà. Donc on a fait ça pour Stanislavski, on l'a isolé. Et comment on a pu l'isoler? En lui donnant son dernier studio. Et c'est pour ça que Stanislavski était aussi d'une certaine façon heureux, parce que c'était pour lui la meilleure solution. Il ne mettait plus les pieds au théâtre d'art, c'était devenu absolument délétère. Le théâtre d'art dans les années 30, c'est un vrai cauchemar. Il y a des espions, il y a des délateurs, le répertoire est comme partout ailleurs, il est contrôlé, il y a des membres du parti qui viennent assister aux répétitions, donc c'est très dur de travailler dans ces conditions-là. On ne peut plus choisir ses auteurs, enfin voilà. Donc au fond, que le pouvoir soviétique accorde à Stanislavski en 1935 un studio absolument payé, complètement pris en charge par le gouvernement soviétique, et un studio merveille des merveilles, lyrico-dramatique, un studio dans lequel Stanislavski peut enfin, à la fin de sa vie, relier les deux formations qu'il avait toujours menées en parallèle, la formation de l'acteur du théâtre dramatique et la formation du chanteur. Et voilà qu'à la fin de sa vie, en 1935, Staline, le pouvoir, lui donne cette chance d'avoir ce studio lyrico-dramatique qui fonctionne donc avec un subventionnement d'État et dans lequel il peut vraiment, en marge de la société, en marge du théâtre d'art, en marge des institutions, travailler tranquille. Anatoly Smelyansky. Ce n'est pas l'ancien MRAT, c'est-à-dire l'ancien théâtre d'art qui a été séparé en deux, mais le MRAT soviétique, le théâtre d'art soviétique. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas par hasard que cette séparation a eu lieu un an après l'arrivée de Gorbatchev. Cela a constitué l'un des tout premiers bouleversements de la période de la perestroïka. Le MRAT était le modèle du pays, c'est très intéressant. Il a perdu tout comme l'Union soviétique a perdu. Ce n'était pas l'effondrement d'un théâtre, c'était l'effondrement de tout un système de vie totalement formalisé, bureaucratique, qui ne laissait aucune place à l'expression artistique. À quoi ressemblait la troupe du MRAT en 1987, l'année de l'effondrement? C'était 160 comédiens dont la moitié ne jouait jamais, ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient que toucher leur salaire. C'était le système soviétique. Tout le monde a un travail, mais personne ne travaille. La majorité des gens avaient simplement intérêt à être rattachés au théâtre et à profiter du système.
La division du théâtre d'art s'est faite dans des conditions répugnantes, mais ça c'est une autre histoire. De la même façon que s'est passé l'effondrement du pays d'ailleurs, d'une façon infâme. D'un autre côté, il n'y a pas eu de sang versé, au moins il n'y a pas eu de guerre civile. Bon, cette division infâme n'a pas résolu tous les problèmes du Mrat. On aurait pu encore diviser, peut-être en 4 théâtres différents. Mais aujourd'hui, 20 ans ont passé, ces différends sont oubliés, et 2 nouveaux théâtres sont nés. Et comme par hasard, comme ça a eu lieu au moment de la perestroïka, les 2 théâtres sont devenus 2 avatars de la Russie contemporaine. Aujourd'hui, ils se dressent de chaque côté de la rue Tverskaya, à Moscou, comme 2 colonnes de manifestants, l'une avec le drapeau rouge, l'autre avec le drapeau tricolore. Alors on dit parfois que le système Stanislavski a été déformé et que l'enseignement qu'on en donne aujourd'hui est assez loin de l'original. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Est-ce qu'on peut maintenir la réalité d'une pratique qui est liée à la personnalité de quelqu'un ? Est-ce qu'il n'est pas normal que le passage de relais prenne les alluvions, toutes les strates de l'époque de la personne qui transmet ? Est-ce qu'on peut empêcher cela ? On est dans les sciences humaines, c'est normal. Après, j'aimerais peut-être vous dire à ce stade-là à quel point on juge ce système sur de fausses idées. D'abord, la notion de système introduit une distorsion. Stanislavski, il faut bien qu'il nomme sa démarche. Et il nomme sa démarche système avec un petit s. Quand on édite, on met un s majuscule. Et c'est là que tout de suite, on introduit l'idée qu'on passe d'une proposition et d'un chemin à une doctrine et un dogme. Peut-être première erreur, il n'allait pas si loin que ça. Parlons maintenant de ses intentions. Elles étaient de rédiger 8 ouvrages. Nous en avons récupéré 3. Donc si jamais il y a système, fût-ce avec un grand S, il comprend 8 ouvrages. Comment juger d'un système dont on n'a aujourd'hui que 3 ouvrages sur les 8 ? Le système est incomplet. Et on le juge sur la base d'une écriture qui est incomplète. Je voudrais vous donner, sinon, un autre exemple, ce que nous connaissons ici comme la formation de l'acteur. Donc déjà, on se redit les choses. La formation de l'acteur, ça nous arrive donc en France dans les années 50. Et ça nous arrive en France, traduit de l'américain, qui s'appelle « An actor prepares », un acteur se prépare. Eh bien, rien que les titres introduisent une distorsion énorme, puisque le titre russe original serait « Un acteur travaille sur lui-même ». Ce qui devient un acteur se prépare en anglais, et ce qui devient en français la formation de l'acteur. Mais quand on annonce la formation de l'acteur, ça veut dire que ce seul ouvrage est un tout. Ça veut dire que tout ce qui est énoncé est dogmatique du point de vue de l'action de l'acteur. Alors que l'intention première de Stanislavski, c'est comment un acteur débute son apprentissage et travaille sur lui-même, ce qui est extrêmement différent. Du point de vue du sens et du point de vue de la réception, et comment à un moment donné, quand ça nous arrive en français, on se dit mais c'est quoi ce doctrinaire qui nous impose que pour travailler sur un personnage, c'est comme ça? Pas du tout. Je crois que la meilleure leçon que Stanislavski puisse donner, c'est justement la leçon de ses errements, de ses difficultés, de ses errances, de ses crises, il y en a eu beaucoup, et comment il a changé d'avis. Comment, à aucun moment, il ne pense qu'il faut être naturaliste, mais comment, à un moment donné, il pense qu'il faut restaurer l'authenticité du geste, par exemple. Voilà. Oui, donc Dana, 18 ans. Je crois que le problème qu'on a avec le livre, c'est qu'on est beaucoup à l'avoir eu en première année parce que c'était un peu genre la Bible de l'acteur. Et le problème, c'est que lire le livre quand on l'a pas travaillé sur le plateau tout de suite, je crois que c'est beaucoup trop abstrait. Je l'avais déjà lu avant la 2e année sans l'avoir travaillé. J'avais rien compris et c'est différent de l'aborder avec son professeur qui nous dirige dans un premier temps. Je crois que ça vienne de nous tout seul en ayant juste le livre, ce serait pas assez. Je pense pas que ce serait juste. Alors, le système Stanislavski est-il malgré tout enseigné aujourd'hui en France ? Il l'est à la façon de M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on fait du Stanislavski sans le savoir. Si on le sait, on préfère ne pas s'en souvenir. Et en tout cas, on a des difficultés certainement à rendre à César ce qui est à César. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est à César ? Qu'est-ce que Stanislavski invente ? Est-ce qu'on ne retrouve pas Stanislavski soi-même ? Est-ce qu'un bon sens et une pratique assidue ne permettent pas de retrouver ce que Stanislavski trouve à un moment donné où l'homme se saisit de la psychanalyse ?
Voilà. Alors, il y a cependant en France des endroits où on cite Stanislavski et où objectivement on utilise sa méthode. Mais très peu, très peu, et pour une raison, alors à ce moment-là, qui est pratiquement aussi socio-économique et qui est due à ce qu'est un acteur en France par rapport à ce qu'il est dans l'Est de l'Europe. Je m'explique. En Europe de l'Est, si vous êtes acteur, c'est que vous avez fait une école nationale. Il y en a 3 en Pologne. Donc, si en Pologne, vous ne faites pas une de ces écoles-là, vous ne serez pas acteur. Et si vous faites une de ces écoles, étant donné que Stanislavski est un dieu incarné au théâtre, vous serez donc un acteur stanislavskien, fatalement. Et Stanislavski est un mot qui sera cité une fois sur 2 dans le discours de l'école. Lorsque vous êtes acteur en France, vous n'avez pas l'obligation de passer par une école nationale. Vous avez en France à peu près 250 formations qui cohabitent de tout niveau, avec tous objectifs. Les écoles nationales ne se réclament pas, il faut le dire clairement, de Stanislavski. Ni le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, ni le Théâtre national de Strasbourg. L'ENSAT, qui est cette ancienne école dite de la rue Blanche, mais délocalisée à Lyon, à la faveur de metteurs en scène russes qu'elle invite, et peut-être un petit peu plus clairement orientée là-dessus, mais ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. On a en France la haine de la doctrine. Et comme à cause d'une réception compliquée, du fait des traductions, du fait des malentendus, comme Stanislavski est assimilé à de la doctrine, eh bien, on s'en méfie. Et puis il y a aussi une chose en France, c'est qu'on est tellement épris d'art, on ambitionne tellement l'art, on ambitionne tellement le génie, qu'on préfère ne pas l'expliquer, qu'on préfère ne pas trop nommer les choses, et qu'on préfère ne pas risquer la perte de l'innocence. Qu'est-ce que j'ai appris? Des tas de choses et très peu de choses. Pierre Arditi. Je ne pense pas avoir appris techniquement grand-chose chez Tania Balachova, sinon que j'ai quand même un souvenir marrant, c'est qu'elle disait toujours qu'il fallait intérioriser, ce en quoi elle avait parfaitement raison, ce qu'elle voulait simplement dire par là, qu'il fallait que les choses viennent du tréfonds de soi-même. Mais les élèves que nous étions à l'époque, les élèves pensaient qu'intérioriser, c'était rentrer la voix. Donc quand on passait les auditions après, les élèves du cours Tania Balachova étaient reconnaissables entre mille, parce qu'au-delà du 2e rang, on ne les entendait plus. Voilà, bon, donc ils n'avaient pas bien compris la leçon. Mais enfin, Stanislavski dit quoi? Il faut s'emparer des choses, les prendre à son compte, aller chercher au tréfonds, justement, au fond de soi. C'est ça l'intériorisation. Aller chercher une chose qui est viscéralement ancrée à l'intérieur de vous, que vous faites sortir et que vous mettez au service de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, pour moi, jouer, c'est ça. Ce que peut-être Balachova m'a appris, sans qu'elle le sache d'ailleurs, parce qu'elle ne me l'a jamais dit, mais ce que je crois, moi, avoir appris, parce que ça a été le sens de ma réflexion, c'est que la première des choses que doit faire un acteur, c'est s'identifier lui-même. Et tant qu'il ne sait pas qui il est, il ne peut pas incarner un autre, puisque cet autre ne peut venir que de lui. Donc, si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, si l'architecture de ce que vous avez en vous n'est pas identifiée par vous-même, je ne parle même pas des autres, si vous n'avez pas fabriqué cette structure-là, il ne peut rien se passer, parce que vous ne savez pas vous en servir, vous ne savez pas vous servir de vous. Et moi, je crois qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi-même qu'on met au service d'un autre ou d'autres que nous ne connaissons pas, que nous bâtissons à partir de ce que nous contenons, et que la majorité des gens d'ailleurs s'évertuent à masquer parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'ils le contiennent. Mais nous, on est payés pour faire le contraire, et quelquefois même cher pour faire ça. Depuis Stanislavski, on sait qu'être acteur, c'est un métier. Et ça fait du bien de l'entendre. Pas seulement en termes de reconnaissance sociale, puisque de ce point de vue d'ailleurs il y aurait peut-être encore beaucoup de choses à dire, mais en termes de reconnaissance de ce que c'est un entraînement, ça s'apprend, ça se cultive, que l'apprentissage dure toute la vie. Voilà une chose qui est nouvelle. Et encore une fois, Stanislavski émet l'idée qu'il y a une éthique du métier, et qu'il y a de longues années de pratique avant d'arriver à se servir correctement de son instrument. Il était fasciné par la musique. Et il a fait une analogie avec l'art dramatique en disant c'est pas possible de penser qu'être acteur c'est juste se présenter sur un plateau de cinéma ou de théâtre. Alors il pensait pas au cinéma lui à l'époque, mais on peut le dire aujourd'hui, et qu'on est.
Voilà, par essence même, l'acteur est. Non, c'est-à-dire qu'il introduit l'idée du training, c'est-à-dire l'idée qu'il faut en effet se former et que ça peut durer toute une vie. Donc ça, c'est une réussite. Et puis sa grande réussite, même s'il est incompris, peu importe, à partir du moment où il propose une grammaire de l'acteur, à partir du moment où il nomme les choses, à partir du moment où il a une ambition totalisante, et bien que nous n'ayons que 3 ouvrages sur 8, nous avons quand même beaucoup de substance. Il est le seul à faire ça. À partir du moment où il nous propose ça, il y a donc maintenant l'endroit de la contradiction. Il y a donc maintenant l'endroit de la réflexion. Maintenant, Meyerhold, Brecht, Grotowski et tous les copains peuvent s'opposer à lui, puisque quelqu'un a osé nommer. Donc, on peut continuer à inventer par contradiction, par déplacement, et c'est ça la grande réussite. Il y a donc débat en art dramatique, et c'est une bonne chose, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, en particulier en France, l'acteur déclamait la main sur le cœur. Je reprends en cela d'ailleurs une formule de Daniel Mesguich qui aime beaucoup parler de ça, Daniel Mesguich étant le directeur du Conservatoire national à Paris. Voilà, hein, on a dépassé le stade de la déclamation et d'une chose stéréotypée et on s'est mis à penser, osons aussi le mot, à penser l'art de l'acteur et ça c'est une réussite très certainement. C'était Une vie, une œuvre de Konstantin Stanislavski, avec Anatoly Smeliansky, vice-directeur du Théâtre d'art de Moscou, Marie-Christine Autant-Mathieu, directeur de recherche au CNRS, Christine Farinck, professeure à l'Institut d'études théâtrales, et Pierre Arditi, comédien. Avec les voix de Konstantin Stanislavski, de Georgi Shmara et de Clint Eastwood. Merci aux élèves du cours Florent et à Claudine Gabet de l'atelier théâtre du Tourtour. Archive INA Aude-Vassan, doublage Jérôme Sandlar, mixage Alison Ascrisi. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et réalisée par Pascal Rayet.